Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Marie Chanourdi, je suis une interne de psychiatrie en deuxième semestre, actuellement dans le service du professeur Lançon et dans l'unité Orient. Donc, le thème du jour pour l'exposé, ça sera quand l'anxiété fait grincer des dents, le SADAM en chef d'orchestre du stress. Donc, pour commencer, nous allons partir d'un cas clinique d'un des patients que nous avons accueillis dans le service. Donc, c'est un patient âgé de 72 ans qui a été hospitalisé pour un fléchissement thymique et une recrudescence anxieuse avec des idées morbides dans le cadre d'une dépression chronique et de l'apparition d'acouphènes. Donc, c'est un patient qui vit à Marseille avec son épouse, qui a 4 enfants et un bon entourage social et qui est actuellement retraité. Dans ses antécédents médico-chirurgicaux, le plus notable au sujet de l'exposé, c'est le fait qu'il y ait eu des extractions dentaires multiples. Du point de vue des antécédents psychiatriques, donc il a été anciennement suivi par le professeur Lançon et actuellement par le docteur Corchia pour une dépression chronique évoluant depuis plus de 35 ans. Il a eu plusieurs notions d'hospitalisation en psychiatrie où il a utilisé plusieurs traitements antidépresseurs et également il a eu recours à la RTMS qui lui a fait notamment beaucoup de bien. Actuellement, il est sous Séroprane 40 mg et Norset. Il n'y a pas de prise de toxique. Donc, concernant l'histoire récente de la maladie, donc, il a été dernièrement hospitalisé en début 2024 à l'unité Orient, toujours pour la même pathologie avec une symptomatologie anxio-dépressive. Donc, il y a eu un relais de prise en charge avec l'équipe Ulysse lorsqu'il se sentait mieux, où une introduction de Prozac a eu lieu. Et suite à cette introduction, il se plaint de plusieurs symptômes physiques, notamment des acouphènes, des vertiges et des céphalées. Donc, dans ce contexte, le docteur Corchia décide de switcher l'antidépresseur et donc de passer par le séroprane. Cependant, même après le switch, il se plaint toujours de plaintes physiques, toujours les mêmes, et ceci, ça aggrave son moral et donc il rechute avec une symptomatologie plutôt sévère, avec notamment l'apparition d'idées morbides. Donc, dans ce contexte, une nouvelle hospitalisation est décidée en juillet 2024. Donc, à l'entretien d'entrée du patient, donc celui-ci est de bon contact avec une bonne présentation. Il est hypomimique, son discours est fluide, cohérent et clair, il n'y a pas de désorganisation idéo-comportementale. Il est orienté dans le temps et dans l'espace, il n'y a pas d'idées délirantes, pas d'hallucinations. Son humeur est effondrée avec un ralentissement psychomoteur et avec l'apparition d'idées noires et suicidaires, sans scénario, sans velléité de passage à l'acte. Donc, ce fléchissement clinique est en lien du coup avec ses plaintes somatiques qui l'handicapent beaucoup. Donc, il développe une anédonie, une aboulie, un apragmatisme et il est clénophile au domicile. Une anxiété majeure également s'installe avec la peur d'avoir une pathologie au niveau de la région ORL. À noter même qu'il se rend chez un ORL où la consultation s'avère rassurante et aucun souci somatique notable est retrouvé. Donc, il y a également des idées d'incurabilité, de dévalorisation, et une altération des fonctions instinctuelles avec une anorexie, avec une perte de poids, des troubles du sommeil à type d'insomnie et de réveils nocturnes multiples. Il se dit assisté par son épouse et en demande d'aide et de prise en charge. Donc, le bilan biologique revient normal. Au niveau de l'examen clinique, il n'y a aucune particularité, hormis au niveau de la région maxillofaciale, où le patient se plaint d'une douleur localisée au niveau des articulations temporomandibulaires, une contraction des muscles masticateurs à la palpation, une ouverture buccale limitée avec des craquements, un bruxisme nocturne, des acouphènes, des vertiges et des céphalées. À noter également qu'un scanner maxillofacial avait été réalisé dans un contexte de chute mécanique qu'elle avait eu lors d'une permission et il est revenu normal. Donc, dans ce contexte de troubles anxieux handicapants avec une symptomatologie anxio-dépressive et également des plaintes au niveau de la région maxillofaciale, il faut évoquer le diagnostic du SADAM. Mais le SADAM, qu'est-ce que c'est? Donc, également appelé le syndrome de Kosten, le SADAM, aussi appelé syndrome alvéolo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur, correspond à un dysfonctionnement musculo-squelettique de l'articulation temporomandibulaire. Donc, cette articulation, vous pouvez la sentir, elle se situe en avant de l'oreille. Donc, quand vous ouvrez la bouche, c'est celle que vous sentez. Donc, elle relie le condyle de la mandibule, donc l'os de la mâchoire inférieure, avec l'os temporal, un des os du crâne. Donc, cette articulation est bilatérale, pardon,
et est essentielle pour le quotidien parce qu'elle nous permet de parler, de respirer et aussi est utile pour la déglutition. Donc, toute altération de cette articulation peut être délétère pour la qualité de vie d'un patient. Donc, le SADAM, c'est une infection qui est fréquente, même si elle est peu connue par la population et même par le corps médical, mais elle reste bénigne. Elle touche environ 10% de la population, où elle se manifeste par crise et touche majoritairement des femmes entre 20 et 50 ans. Parfois, elle se chronicise et là, par contre, ça touche environ 10% de la population. La cause exacte du SADAM est inconnue, mais il existe plusieurs facteurs de risque, dont notamment une malocclusion dentaire. Donc ça, comme je vous l'ai dit précédemment, le patient, par exemple, lui, il a eu plusieurs extractions dentaires dans le passé. Donc ces extractions dentaires ont pu modifier l'alignement de ses dents, et ça peut être un facteur de risque du SADAM. Donc, je vous ai juste mis là des petites photos parce qu'il y a plusieurs classes dentaires dans la fermeture buccale. Donc, la classe 1, c'est la classe normale. Et la classe 2, c'est que la mâchoire supérieure est trop avancée. Et la classe 3, où la mâchoire inférieure est trop avancée. Et ça peut être des facteurs de risque de SADAM. Parce que ça appuie sur le condyle mandibulaire et donc ça change et ça peut faire des perturbations au niveau de l'articulation. Il y a aussi le bruxisme qui est un facteur de risque. Donc, le bruxisme, c'est le fait de serrer les dents. Donc, elle peut être diurne, nocturne ou aussi quotidien toute la journée. Il y a aussi donc, les traumatismes, l'hyperlaxité ligamentaire et les pathologies rhumatismales, dont notamment la polyarthrite rhumatoïde qui affecte toutes les articulations. Et notamment, ça peut affecter les ATM. Donc, pour diagnostiquer un SADAM, donc, il existe des questionnaires. C'est le questionnaire RDC-TMD. Donc, je ne vous l'ai pas mis parce qu'il est très très long, mais on peut le retrouver facilement sur Internet en PDF. Mais en gros, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Il faut poser des questions aux patients et s'il y a des symptômes qui sont positifs, il faut évoquer le SADAM. Donc, majoritairement, ça se manifeste par crise et en fait, le patient il va se plaindre de douleur du coup de l'articulation. Ça peut être bilatéral ou unilatéral. Majoritairement, par crise, c'est unilatéral. Enfin, ça prédomine sur un des côtés. Donc, du coup, on a une douleur en avant, au niveau de l'articulation. Donc, juste en avant de l'oreille, si vous voulez toucher à la palpation. Et aussi, quand on ouvrir la bouche au patient, on peut ressentir un craquement, qui peut même être audible, un grincement, une articulation qui bouge bizarrement en fait. Et même cette articulation, elle peut être bloquée, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une ouverture buccale qui est limitée et avec une occlusion dentaire, c'est-à-dire le fait que les dents se touchent quand on a la bouche fermée, qui peut être différente que d'habitude. Et même jusqu'à que le patient ne peut pas vouloir manger parce qu'il ne peut pas ouvrir la bouche et doit même s'alimenter que par de la purée, des glaces et boire avec une paille. Donc également avec ça, ce qui est des facteurs mais pas communs, on peut y avoir des maux de tête, des vertiges, des céphalées et aussi des acouphènes. Et ces plaintes-là, c'est des plaintes que le patient en question se plaignait en plus des symptômes classiques, c'est-à-dire des douleurs, des craquements et du bruxisme. Donc pour le diagnostic, comme je vous ai dit, c'est plutôt clinique et centré sur l'interrogatoire. Parfois, on demande un panoramique dentaire et exceptionnellement un scanner ou une IRM de la face quand on pense qu'il y a peut-être un trouble somatique à côté qui pourrait expliquer la pathologie, mais c'est extrêmement rare. En pratique, on utilise juste un panoramique dentaire. Donc, on adresse, quand on a un patient qui vient avec ce type de symptômes, on l'adresse soit à un dentiste, soit à un stomato, soit à un chirurgien maxillofacial, parce que c'est des spé qui s'occupent de cette pathologie. Donc, pour le traitement, donc après plusieurs études, il y a des guidelines qui ont été étudiées, déterminées, où on va utiliser d'abord des techniques non invasives et conservatrices avec des règles hygiéno-diététiques, donc c'est-à-dire une bonne hygiène dentaire. On va voir le dentiste une fois par an, on ne mange pas trop de chewing-gum et on ne mange pas d'aliments trop durs, notamment en cas de crise. Après, on fait de la gymnothérapie avec un kiné. Il y a des kinés, même des ostéos, qui sont spécialisés dans les raideurs justement des articulations du visage, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir. Après, on va utiliser aussi une gouttière
qu'on peut mettre la nuit majoritairement, mais aussi si jamais dans la journée on a des temps calmes où on sait qu'on ne va pas parler. Par exemple, quand on regarde la télé, on peut mettre aussi sa gouttière. Plus on la met, mieux c'est. Il y a aussi d'autres techniques qui sont utilisées, comme l'application de chaud, qui permet de détendre les muscles masticateurs, donc notamment les masséters, et aussi l'application de froid pour diminuer la douleur. Ça dépend des patients. Il y en a qui sont plus réceptifs au chaud, d'autres au froid. Donc ça, c'est variable. Et après, on peut vraiment, dans de rares cas, si c'est nécessaire, utiliser des traitements médicamenteux. Donc, on peut utiliser des dentalgiques, des myorelaxants, et même parfois, quand vraiment il y a une atteinte psychologique qui est beaucoup trop forte, comme par exemple notre patient, ben, on peut avoir recours à des anxiolytiques ou même voir des antidépresseurs. Et à terme, seulement si vraiment, malgré tout ça, le SADAM ne part pas, on peut avoir recours à d'autres techniques comme des injections de toxines botuliques, voire même la chirurgie. Donc là, je vais juste vous présenter brièvement deux articles, mais très brièvement, sur les traitements utilisés, notamment les recos, comment ça a été mis en place. Donc le premier a été publié en 2020 et avait pour objectif donc, de comparer quatre techniques de prise en charge. Donc il y en avait une, c'était le port des gouttières, deux, des techniques manuelles, là, comme je vous expliquais, avec le kiné et l'application d'agents thermaux, une des conseils, enfin les recommandations en fait, où on délivrait un petit livre aux patients pour leur expliquer ce qu'il fallait faire. Et un autre, une combinaison de deux techniques, c'est-à-dire des gouttières et des conseils. Et tout ça, on évaluait en fonction de l'anxiété et également de la douleur des patients, comment ça pouvait évoluer. Et après un mois de traitement, on s'est rendu compte que toutes les techniques étaient efficaces significativement et que autant sur l'anxiété que sur la douleur et qu'il n'y en avait aucune qui était supérieure à l'autre en termes de niveau de preuve. Après, au niveau de la discussion des articles, on parle d'un autre article, enfin, ils évoquent d'autres articles, dont le premier où ils disent que effectivement au niveau de la douleur, même après un an de traitement, il n'y a pas de différence entre les traitements et que tous sont efficaces. Et un autre article, par contre, lui centré plus sur l'anxiété, qui montre que enfin, les traitements sont efficaces surtout si c'est associé, que les traitements seuls sont moins efficaces. Concernant le deuxième article pour les thérapeutiques, donc lui a été publié en 2024 et c'est un article plutôt important parce que c'est plutôt une méta-analyse qui s'est basée sur plusieurs articles. Donc au total, on est passé sur une base de 1400 articles pour se baser finalement sur 20 articles où du coup plusieurs techniques ont été analysées, autant des non-invasives que des invasives. Et du coup, via cet article, un protocole a été établi où du coup, on devait commencer par des techniques non invasives, comme je vous ai dit, l'éducation thérapeutique, le kiné et les gouttières, puis si la douleur persiste, des techniques invasives avec les injections et la chirurgie. Et on s'est rendu compte, bien sûr, que la combinaison des techniques était meilleur, plus bénéfice pour les patients sur à la fois la douleur, la dépression et l'anxiété. Donc, juste pour revenir à notre patient, donc c'est ce que nous avons fait. Donc, nous l'avons adressé à un médecin spécialiste. Là, je vous ai donné les coordonnées des services pour appeler à la PHM. Et donc, on a suivi les recommandations. Donc, on l'a fait aller voir le kiné, on lui a fait porter une gouttière. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, les symptômes physiques disparaissaient. Donc, ça a diminué son niveau d'anxiété et ça a amélioré son moral. Donc, il était plus apaisé. Et actuellement, donc, il est sorti de l'hospitalisation. Il est suivi par le docteur Korchia et tout va mieux sur ce côté-là. Maintenant, je vais vous présenter du coup 4 articles brièvement aussi sur l'interaction entre le SADAM et l'anxiété. Donc, le premier a été publié en 2015 et avait pour but de déterminer les facteurs de risque entre l'interaction de l'anxiété, dépression et SADAM. Donc, il se basait sur 273 patients et il était divisé en 3 groupes, 3 catégories de personnes. Et on s'est rendu compte que, à la suite de cet article, que les facteurs de risque qui pouvaient allier anxiété, dépression et SADAM étaient le fait d'être une femme, d'avoir des douleurs du visage, enfin, telles qu'elles soient, être exposée au stress et avoir être enfin, une situation, une précarité sociale.
Ensuite, donc l'autre article, qui lui a été publié en 1990, avait pour but de déterminer en gros le profil, la personnalité des patients qui pouvaient être exposés au SADAM. Et on s'est rendu compte que c'était des patients qui étaient plus anxieux, qui, comme c'est un vieil article, donc ils étaient plus névrosés que psychotiques, entre guillemets, et ils étaient plus introvertis. Dans un autre article qui lui a été publié en 2020, donc il avait pour but d'étudier la relation entre donc, le SADAM, les problèmes de sommeil et l'anxiété chez des étudiants en dentaire. Donc on est parti du consensus que plus on dort, donc plus on est performant, donc moins on est angoissé en cours. Et donc notre corps est plus détendu, donc moins contracté, donc moins exposé au rythme de développer dans le SADAM. Donc dans cet article, il y a 90 étudiants en dentaire qui ont participé à l'article. Ils ont été répartis en 3 groupes en fonction de leur période d'études. Donc, comme si c'est nous, c'était première année de médecine jusqu'à la dernière année, quoi. Et on s'est rendu compte que les, euh, les patients les plus exposés au SADAM, enfin qui avaient des degrés les plus importants, c'était les patients les plus anxieux et ceux qui avaient des problèmes de sommeil. Et enfin, le dernier article qui lui a été publié en 2019 avait pour but d'évaluer le rôle du bruxisme de jour associé au SADAM et aux symptômes d'anxiété et de dépression. Donc pour ce faire, ils ont étudié 2 groupes avec présence et absence de bruxisme et ils se sont rendus compte que c'est les patients qui avaient un bruxisme diurne étaient plus anxieux, plus déprimés et avaient des plus grands niveaux en fait des classes de SADAM plus élevées. Donc, pour conclure, nous pouvons bien admettre qu'il existe un lien entre le SADAM et l'anxiété, avec notamment, comme nous en avons vu dans les derniers articles, des facteurs de risque, c'est-à-dire le fait d'être une femme, d'être exposée au stress, d'avoir une précarité sociale, d'avoir une personnalité avec des traits anxieux, plus névrosés et introvertis, et parce que le lien est significatif dans l'ensemble des articles que je vous ai présentés. Et juste à noter pour aller plus loin, en fait, que lorsque le trouble se chronicise, parce que, comme je vous dis, en fait, ça arrive par crise, mais parfois, la douleur est toujours présente, comme par exemple le cas de notre patient, où ça s'était chronicisé, ça a duré plus de 6 mois. Et donc, on peut dire dans ce cas-là que ça fait partie des troubles à symptomatologie somatique et apparentée, anciennement les troubles somatoformes. Parce que comme vous pouvez le voir là, dans le petit tableau, il y a bien le SADAM existe et fait partie, comme la fibromyalgie ou d'autres pathologies plus connues dans ce trouble somatoforme. Donc voilà, merci à tous.